Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des mécanismes de pathogénicité microbienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le fond, on va regarder quelles sont les armes que peuvent utiliser les micro-organismes contre nous. On va surtout s'attarder aux armes, aux outils, on pourrait dire aussi, que les bactéries utilisent. On va glisser un mot sur les outils ou ce que peuvent causer les virus sur nos cellules. Donc, le chapitre comme tel, on va commencer par des définitions, quelques notions de base, puis par la suite, on va vraiment expliquer quelques outils ou mécanismes de pathogénicité microbienne. Il y a des choses qu'on a déjà vues dans les chapitres passés, donc ça devrait vous faire une petite révision en même temps. Donc, on commence par deux définitions. Qu'est-ce que la pathogénicité et qu'est-ce que la virulence? Donc, si on se demande si un micro-organisme est pathogène, donc est-ce qu'il a la capacité de causer une maladie en déjouant mon système immunitaire? Donc, est-ce que le micro-organisme peut me rendre malade? Donc, est-ce que le micro-organisme est pathogène, oui ou non? On va donner des exemples. E. coli normal. La souche de base, on va le dire comme ça, dans mon gros intestin, ce n'est pas un micro-organisme pathogène. Par contre, E. coli O157H7, elle est pathogène. Elle va provoquer des dérèglements, elle va me rendre malade. Si on parle maintenant de la virulence, maintenant c'est avec quelle force ou quelle intensité le pouvoir pathogène du micro-organisme va nous affecter. Donc, pour la virulence, dans le fond, c'est une mesure un peu de la force. Si on va dire, par exemple, la grippe, donc la grippe, c'est toujours pathogène. Donc, c'est un micro-organisme qui peut nous rendre malade, ça, c'est réglé. Mais ce ne sont pas toutes les souches de grippe qui ont la même virulence. D'accord? Donc, quand on a, par exemple, la grippe saisonnière, la virulence va généralement être moindre. Mais on peut avoir des grippes porcines, comme la grippe espagnole, en fait, toutes les grippes H1N1 qui ont été quand même assez virulentes. Donc, ça veut dire que le virus, cette souche-là, a une virulence accrue, donc elle va provoquer plus de dégâts chez son hôte. Ici, dans l'image que vous voyez en dessous, là, je vais l'expliquer un petit peu parce que ça peut avoir l'air complexe. Donc, on voit l'évolution des facteurs de virulence chez une même bactérie. Donc, la bactérie S. aureus, au départ d'une infection, lorsqu'elle est on va dire en petite quantité dans votre corps, dans une plaie ou peu importe, elle peut avoir une virulence qui est très faible. On sait que c'est un pathogène, mais elle a une virulence faible. Ce que vous voyez l'échelle ici, là, quand c'est écrit CFU par millilitre, ça veut dire Colony Forming Unit. Donc, c'est la quantité, dans le fond, de bactéries qu'il y a par millilitre dans la solution, ou dans le sang, ou dans le liquide biologique quelconque. Donc, on est dans le temps. Donc, après 1 heure, après 2 heures. Là, oups, après 3-4 heures, il commence à y avoir plus de facteurs de virulence qui sont produits. Donc, il va y avoir, par exemple, des protéines qui permettent à la bactérie d'adhérer. Donc, ce qu'on appelle des adhésines. C'est le fun quand le nom de la protéine exprime sa fonction. Et quand on arrive dans une durée d'exposition ou d'infection plus longue, donc 5, 6, 7, 8 heures, là, on a une virulence qui est accrue, encore plus, donc vraiment dangereuse, où là, il va y avoir production de toxines. Donc, par exemple, la toxine de S. aureus qui pourrait être produite dans le cas du choc toxique. Je ne sais pas si vous en rappelez, on en avait glissé un mot. Par exemple, quand des femmes gardaient des tampons ultra absorbants trop longtemps, les bactéries avaient le temps justement de se développer. Donc, vous voyez ici un petit peu dans la démonstration. Là. Donc, si par exemple une femme garde un tampon 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, les bactéries vont être de plus en plus virulentes. Puis si on le garde au-delà de 5, 6, 7 heures, mais là, c'est là où S. aureus pouvait libérer des toxines qui peuvent être dangereuses, peuvent être mortelles pour la femme. Donc, la même bactérie, dans le temps, sa virulence, elle a augmenté. Maintenant, les micro-organismes vont entrer par, on pourrait dire, une porte de prédilection, là, mais il y a plusieurs façons, ou endroits, je devrais dire, excusez-moi, je déparle. Là. Donc, il y a plusieurs endroits dans notre corps par où les micro-organismes peuvent entrer. Il y a les muqueuses, donc les muqueuses respiratoires
digestive, urogénitale et la conjonctive. La conjonctive, ça, c'est vos yeux. OK? Donc, au niveau de vos yeux, là, le nom peut le dire aussi, là, on va penser aux conjonctivites. Donc, on peut avoir des infections de ce type-là. Donc, juste pour l'exercice, okay, je pourrais vous demander de me nommer au moins un ou deux micro-organismes qui s'attaquent à chacune des muqueuses ou qui pénètrent l'autre par une de ces muqueuses-là. Vous pouvez nommer le nom du micro-organisme ou vous pouvez nommer le nom de la maladie si c'est plus facile. Okay? Donc là, si on se pratiquait, puis si on disait muqueuse respiratoire, on va nommer les maladies. Okay? Donc, nommer, on va dire, une maladie. Peut-être être plus facile. Là. Okay? Donc, pour respiratoire, par exemple, on pourrait avoir la coqueluche, on pourrait avoir les pneumonies, on pourrait avoir la grippe, le rhume, des aspergilloses, on pourrait avoir des infections par des vers, comme la douve. On pourrait, de toute évidence, avoir la COVID-19. Donc, il y en a plein d'infections respiratoires qui sont quand même très diverses, qui peuvent être causées par des bactéries, des virus, des mycètes, des vers, etc. Digestives, les vers solitaires, les ankylostomes, donc pensez ou ascaris, je devrais dire. Donc, il y a plein de vers, les oxyures au niveau digestif. Pensons aussi aux virus qui causent la gastro, aux amibes. On peut penser aux bactéries comme la salmonelle, la shigelle, E. coli, qui causent la maladie du hamburger. Il y a plein d'infections digestives. Urogénitales, bien là, vous pourriez me nommer la collection d'ITSS, donc d'infections transmises sexuellement ou par le sang. Donc, gonorrhée, herpès génital, syphilis, chlamydia, les poux du pubis, etc. Vous pourriez aussi me parler d'infections à levure, d'infections urinaires à E. coli, par exemple, ou à Proteus. Donc, il y en a plein. Conjonctive, ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on pourrait dire, bon, conjonctivite, ce serait facile, mais c'est souvent des infections à staphylocoque. Donc, si je reprends là, au niveau de la conjonctive, j'ai nommé chlamydia. Ce n'est pas une erreur. Chlamydia, c'est sûr qu'on peut s'attendre à l'avoir dans urogénital, mais chlamydia, c'est une bactérie aussi qui peut causer ce qu'on appelle le trachome, donc une infection grave au niveau des yeux qui peut même amener à la cécité. Donc, quand les micro-organismes passent par la peau, votre peau, à la base, c'est un organe. Dans le fond, c'est l'organe le plus étendu de votre corps. C'est un organe qui vous protège bien contre les micro-organismes, contre la déshydratation, contre plein d'affaires le fun. Ou pas. Mais une peau intacte, même si c'est une bonne protection, ce n'est pas parfait. Il y a des petites imperfections dans notre peau, sur notre peau, qui peuvent servir de porte d'entrée aux micro-organismes. Par exemple, les follicules pileux. Donc, rentrés par les poils, rentrés par les cheveux. Les glandes sébacées, particulièrement vrai là, quand on est à l'adolescence, même jeune adulte. Donc, les glandes sébacées qui sécrètent beaucoup de sébum. Et le sébum, à ce moment-là, donc, peut soit bloquer les pores de la peau, les bactéries peuvent s'en nourrir aussi. Donc, ça peut entraîner les boutons donc, de l'acné. Et il y a aussi les glandes sudoripares. Les glandes sudoripares qui, elles aussi, lors de l'adolescence, vont être plus actives. Des micro-organismes qui vont vivre au niveau, par exemple, des aisselles, au niveau de l'aine, ou au niveau de nos pieds. Donc, on va suer et les bactéries qui sont là, ben, ils vont se payer un petit pique-nique puis ils vont sécréter ou produire des odeurs relativement nauséabondes. Donc, ce sont des endroits par où les bactéries peuvent passer. Il y a aussi certains vers qui vont passer par la peau, mais même si votre peau est intacte, ils vont passer pareil. Donc, ils vont se frayer un chemin à travers votre peau, vont atteindre vos poumons. Vous allez tousser, et vous allez avaler les vers ou leurs œufs par la suite. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. Là. Vous pourrez faire une petite recherche là-dessus si ça vous intéresse. C'est quand même spécial. Puis, il y a aussi certains mycètes qui ne vont même pas se casser la tête
et ne vont même pas vouloir entrer ou passer à travers la peau, ils vont s'installer directement dessus, donc comme le pied d'athlète. Donc c'est un mycète qui s'installe dans les couches kératinisées, puis tout simplement, ben, il va survivre comme ça. Donc à ce moment-là, il faudra utiliser une crème ou un vaporisateur là, pour l'éliminer. D'autres façons d'entrer chez vous, dans votre corps, ben, ce qu'on appelle les voies parentérales. Okay? Donc, lorsque le micro-organisme est directement déposé sous la peau ou dans les muqueuses, okay? Lorsque les barrières sont abîmées. Donc là, il peut s'agir d'une piqûre. Okay? Ça peut être vous là, qui, je sais pas, quand vous vous piquez pour votre diabète, espérons pas pour des drogues injectables. Ça pourrait être lors de, par exemple, d'une morsure de chat ou de chien. Okay? Il faut faire attention, gang. Morsure de chat et de chien, des fois, vous pouvez vous dire, ah, je sais pas moi, c'est juste une petite morsure superficielle, je n'irai pas voir le médecin pour ça. Dans la bouche des chats et des chiens, il peut y avoir des bactéries très nocives, okay? Très dangereuses dans une plaie, dans le sang. Donc, il faut aller voir le médecin, consulter. On va peut-être vous donner des antibiotiques, on va nettoyer la peau correctement, mettre un pansement aussi, parce que des morsures d'animaux, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se retrouver dans la plaie. Aussi, ben là, tu as toutes les coupures, OK? En faisant la cuisine, un couteau, avec un outil, en faisant des réparations, peu importe. Donc, si tu brises la peau directement, ben c'est sûr que les micro-organismes peuvent y entrer. Puis vous, dans le cadre de votre métier, y a-t-il des choses auxquelles vous devrez faire attention, OK, par rapport à ça? Y a-t-il des outils que vous pensez qui pourraient être dangereux? OK? Je vais vous le dire. Oui. OK? Ne serait-ce que les curettes peuvent être très piquantes. OK? Si vous manipulez là, des objets qui peuvent être coupants, pointus. Donc, il faudra faire attention pour ne pas vous piquer. D'autant plus si ces instruments-là ont déjà servi dans la bouche du patient. Il pourrait y avoir des bactéries, il pourrait y avoir des virus, des particules sanguines, des globules rouges. Okay? Donc, on ne veut pas se contaminer. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il y a des micro-organismes qui ont des portes d'entrée préférées. Okay? Par exemple, Salmonella typhi, okay, qui cause la salmonellose. Donc, vous mangez du poulet qui n'est pas très bien cuit, entre autres. Okay? Si vous l'avalez, vous allez être malade. Mais si vous avez cette bactérie-là sur la peau, donc en apprêtant, par exemple, le poulet, vous en avez sur les mains, okay? Puis même si vous frottez votre poulet, okay? Des fois, moi je fais ça par exemple si je veux mettre un poulet au barbecue, donc on a un mélange d'épices qu'on va frotter sur la peau du poulet pour lui donner bon goût et tout. Mais même si je frotte, okay? Puis même si j'avais, je sais pas moi, une petite lésion au niveau de la main, les bactéries, même s'ils rentrent dans ma peau, ça ne va pas causer de problème. Okay? Il faut vraiment, pour être malade, que la salmonelle passe par votre bouche. Même principe pour Streptococcus pneumoniae. Okay? Quelqu'un a une pneumonie, okay? Je ne sais pas moi, au restaurant, puis tous dans votre assiette. Okay? Ça ne donne pas le goût d'y aller. Donc, tous dans votre assiette, les bactéries ou les postillons tombent sur votre nourriture, vous mangez ça, puis ça ne change rien au goût. Là. Il n'y en a pas assez pour que ça change quelque chose. Puis, qu'est-ce que ça va faire? Bien, voyez ça positivement, c'est juste un peu plus de protéines, donc vous allez digérer le tout. Par contre, la même bactérie, donc si le serveur, la serveuse tousse en votre présence, et que vous inhalez le tout, donc les micro-gouttelettes, les aérosols, donc les bactéries qui sont là pourraient entrer dans vos voies respiratoires et vous rendre malade. La peste, Yersinia pestis, ben elle ne se casse pas la tête, elle peut entrer par les yeux, le nez, la bouche, la peau, OK? Est plus versatile dans ses stratégies. Ici, okay, le nombre de micro-organismes envahisseurs, peu importe la porte par où le micro-organisme entre, okay, on va faire la distinction entre deux choses. Ce qu'on appelle la dose infectieuse, donc la DI50, et la dose létale, la DL50. Donc, par exemple, quelle est la dose infectieuse pour que 50% des autres soient affectés, puis quelle est la dose de micro-organismes que ça prend pour que 50% des autres soient tués. Okay? Donc, ça, c'est des données statistiques qu'on se donne pour, par exemple, dire, OK, pour avoir la COVID, il faut que, puis là, je dis n'importe quoi, là, que tu aies 1000 virus qui entrent en toi. OK? Puis peut-être que ça serait, on va dire, la dose infectieuse. Fait qu'avec 1000 virus qui rentrent en toi, tu as une chance sur deux d'être malade. Puis on va dire que s'il y en avait, je ne sais pas moi, 10 millions qui entraient, bien ça serait la dose où une personne sur deux meurt. Okay? Vous comprenez un petit peu le principe? Donc ici, c'est
la dose pour que 50% des gens soient malades, puis ça ici, c'est 50% des gens soient tués. D'accord? Ces valeurs-là, OK, peuvent varier, OK, et vont varier, entre autres, en fonction de l'âge des patients. OK? Peut-être que les données que j'ai données ici, là, les chiffres que j'ai donnés, pardon, on va dire que c'était la COVID-19, là, mais c'est des chiffres, c'est tous des exemples. Là, OK? Prenez pas ça pour du cash. Donc, ça serait peut-être les données pour des jeunes comme vous, là, on va dire dans la vingtaine, etc. Mais peut-être que pour des personnes âgées ou plus vulnérables, peut-être que la dose infectieuse, c'est peut-être juste 100 virus que ça prend. Puis peut-être que pour tuer le patient plus âgé ou plus vulnérable, ça en prend peut-être juste 10 000. Okay? Donc, ce n'est pas toujours égal. Je vais donner un autre exemple ici avec le choléra. Le choléra, là, vous allez trouver que c'est beaucoup, là, juste pour être malade, la dose infectieuse, c'est 10 à la 8 cellules. C'est beaucoup. Okay? Puis en même temps, c'est pas tant que ça. Là. C'est des millions de bactéries, puis je veux dire, ça fit quasiment dans 2 gouttes d'eau. Là. Fait qu'il ne faut pas s'en faire trop. Okay? Ça ne paraîtra pas tant que ça. Où je veux en venir? Okay? Ça, c'est la dose infectieuse qui va rendre 50% des personnes malades. Mais si l'acidité gastrique des patients est changée, supposons que vous avez des problèmes de reflux gastrique, puis vous prenez des antiacides pour contrôler le tout, mais peut-être que pour vous, peut-être que ça va être 10 à la 5 cellules pour vous rendre malade. Vous comprenez le principe? Parce que si je prends des antiacides, le pH augmente, donc il y a plus de bactéries qui vont survivre, donc ça en prend moins de bactéries que je consomme. Donc, il y a moins de bactéries qui vont être tuées par l'acidité de mon estomac, donc ça va en prendre moins pour me rendre malade. D'accord? Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons là, qui pourraient expliquer pourquoi la DI ou la DL50 varie. Maintenant, on y va vraiment avec les armes là, que les micro-organismes peuvent utiliser. Il y en a qu'on a déjà vu, donc l'adhérence. Donc, quand un micro-organisme s'attache à une structure dans votre corps, ça lui donne un avantage, c'est sûr. Au niveau buccal, super important. Okay? Je veux que vous connaissiez vraiment cette bactérie-là, Streptococcus mutans ou S mutans. Okay? Donc, elle convertit le glucose en dextrane qui forme son glycocalyx. Okay? Si vous ne vous rappelez pas c'est quoi le glycocalyx, retournez voir le chapitre sur les bactéries. Okay? Et grâce à cette substance-là, son glycocalyx, ça va lui permettre d'adhérer sur les dents. Puis, ultimement, ça risque de former un biofilm. Aussi, on va revenir sur les biofilms. Le fait que S mutans, donc là, supposons que vous avez une dent ici, S mutans, donc c'est des streptocoques, on va dire que c'est des petites chaînes comme ça, se collent sur la dent. Actinomyces arrive, puis elle a des petits fimbriers, des petits poils, et ces petits poils-là vont lui permettre de s'attacher sur S mutans. Donc, ça va permettre la création d'une espèce de biofilm, donc une collection de bactéries qui s'accumulent les unes sur les autres, et ça va ultimement entraîner la plaque dentaire. Neisseria gonorrhoeae, là, on n'est plus au niveau de la bouche. Donc, cette bactérie-là, elle, c'est au niveau génital et pourrait éviter d'être éliminée par l'urine, donc elle va s'accrocher à la muqueuse urogénitale. D'autres bactéries comme Treponema pallidum, qui, elle, va causer la syphilis, donc elle va s'accrocher avec des petits crochets qu'il y a à ses extrémités. Puis S. aureus s'attache vraiment fermement à l'épiderme de votre peau. Donc, c'est normal d'avoir cette bactérie-là sur la peau ou dans le nez. D'ailleurs, S. aureus, une des raisons pour lesquelles elle survit sur la peau, c'est qu'elle tolère la présence de sel. Donc, quand vous suez, votre peau est salée, puis S. aureus, ça ne la dérange pas. L'adhérence sur du matériel médical, ça devient problématique. Donc, on peut parler, par exemple, d'adhérence sur des cathéters, prothèses, tubulures, des appareils orthodontiques. Les personnes, moi, j'ai eu des broches, j'ai encore des fils dentaires. Ces appareils-là, ça devient des endroits de prédilection où les bactéries vont aller s'accrocher. Donc, il faut vraiment apporter une attention particulière pour bien aller, puis là, je parle pour vous, là, pour bien aller nettoyer tous les côtés, toutes les faces, on va dire, des petits boîtiers là, des broches. Il faut vraiment prendre le temps de tout nettoyer pour s'assurer qu'on enlève le maximum de bactéries.
D'ailleurs, je me rappelle, il y a plusieurs années quand même, peut-être 10-12 ans, j'ai eu mes broches à genre 30 ans, là. J'étais allé à la clinique, donc c'était une de mes anciennes étudiantes là, qui faisait son stage, puis ça avait été de la job pour elle, okay, d'avoir un patient avec des broches, puis de tout nettoyer ça. Puis c'était de longs rendez-vous, c'était je pense 2 fois 3 heures. Là. Bref, Anne, c'est ça, elle avait travaillé fort, mais elle avait bien fait ça, j'étais fier d'elle. Juste vous montrer une petite vidéo sur les biofilms, okay, qui est très bien fait, puis quand même court, donc on va prendre le temps de le regarder. Les infections associées au biofilm, un enjeu majeur de santé publique. Au sein de l'organisme, les bactéries vont chercher à se fixer sur une surface. De préférence du matériel médical ou une prothèse, pour ensuite s'y développer. C'est le biofilm. Sous forme isolée au sein d'un organisme, les bactéries sont vulnérables aux antibiotiques et aux cellules immunitaires. Un biofilm est une communauté de micro-organismes adhérents sur une surface qui produit une matrice, une sorte de gel, adhésive et protectrice. Nous savons aujourd'hui que 80% des bactéries vivent sous forme de biofilm qui est en fait leur mode de vie naturel. La communauté de micro-organismes dans le biofilm va se développer sous la forme d'un réseau extrêmement bien organisé et très finement régulé. Ce biofilm va permettre une protection mécanique des bactéries, une sorte de bouclier, et ainsi les protéger contre les cellules immunitaires et les traitements. À l'intérieur du biofilm, du matériel biologique, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques, peut s'échanger entre les bactéries. Les bactéries peuvent également ralentir leur métabolisme et entrer en dormance, limitant également l'action des traitements. Ainsi, le biofilm constitue un réservoir de bactéries qui vont être relarguées de façon périodique ou continue au sein de l'organisme. Ces dernières pourront alors s'installer ailleurs dans l'organisme et y créer potentiellement d'autres foyers infectieux. C'est ce que l'on retrouve dans un très grand nombre de maladies infectieuses dites chroniques. Le biofilm est impliqué dans 80% des infections chroniques et 60% des infections acquises au sein d'un établissement de santé. On retrouve des infections associées au biofilm, par exemple dans le cadre d'endocardites, de pneumopathie, de plaies cutanées, et ce type d'infection contribue de manière très importante aux infections nosocomiales. Le développement de nouvelles stratégies technologiques destinées à prévenir ou contrôler la formation des biofilms est donc essentiel. Voilà, je pense que c'était quand même très bien fait, très bien expliqué. Puis on va même en voir un autre, donc vous avez une image de biofilm ici. La plaque dentaire, c'est un exemple de biofilm. Okay? Donc, on vient d'en discuter là, avec Streptococcus mutans qui adhère à, par exemple, S mutans qui vient s'installer ici. Parce qu'il y a d'autres bactéries qui s'accumulent, donc éventuellement, ces bactéries-là forment la plaque dentaire. Si la plaque dentaire se forme sur la dent, oui, mais près de la gencive, il va y avoir une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire peut créer éventuellement une destruction des tissus gingivaux, puis éventuellement causer des maladies parodontiques. Voilà. Donc, un autre petit vidéo. Là, il est spécialement fait pour les biofilms dentaires. Donc là, ça va vous toucher un petit peu plus directement. La plaque dentaire est une pellicule très structurée qui se forme toutes les 24 heures. Elle consiste en un amas de colonies bactériennes. Il y a 5 étapes à la formation de la plaque. Une fois toutes les étapes complétées, la plaque mûrit en accumulant des bactéries qui la rendent de plus en plus nocive pour les tissus environnants auxquels elle adhère facilement. Une fois mature, elle a le pouvoir de causer des dommages à l'émail.
L'ingestion de sucre modifie le pH de la salive en la rendant acide. Cette acidité favorise les décalcifications sur l'émail. Passé un certain stade, la décalcification se transforme en carie. Si la plaque n'est pas dans un milieu acide mais plutôt alcalin, les minéraux contenus dans la salive tels que le phosphore et le calcium viennent y adhérer et former une couche de tartre. Le tartre est porteur de bactéries qui le rendent très irritant pour la gencive. Une couche de tartre qui n'est pas délogée par un détartrage augmente les risques de parodontite. Cette maladie se caractérise par la destruction des structures osseuses entourant la dent dont elle compromet la solidité. Pour ces raisons, il est important de déloger la plaque à tous les jours au moyen de la brosse à dents et de la soie dentaire. Il faut également prendre régulièrement rendez-vous avec votre dentiste ou votre hygiéniste qui verra à vous détartrer les dents et à conserver votre sourire. Ici, encore une fois, la capsule comme facteur de pathogénicité. La capsule, on en a déjà parlé. Donc, c'est une forme de glycocalyx, entre autres. Okay? Dans ce cas-ci, il permet à la bactérie de résister à la phagocytose. Donc, par exemple, Streptococcus pneumoniae, qui va libérer des polysaccharides, donc va former sa capsule avec ça et va résister à la phagocytose. Et c'est pour ça que cette bactérie-là, okay, elle devient très problématique pour les personnes âgées, car les personnes âgées ont un système immunitaire qui est de plus en plus faible. Et si la bactérie, en plus, a une capsule, donc à ce moment-là, le peu de système immunitaire qui est présent chez les personnes âgées vont avoir de la difficulté à l'attaquer. Donc, c'est pour ça que c'est important, passer un certain âge, que les personnes reçoivent un vaccin. D'autres bactéries qui ont des capsules, Haemophilus influenza de type B. Okay. Souvent, on va l'appeler comme ça, là, HIB. Influenza, là, faites-vous pas avoir, c'est pas en lien avec le virus de la grippe, donc c'est vraiment une bactérie. Là. Donc, Haemophilus influenza a une capsule, elle peut causer des méningites, entre autres. Klebsiella pneumoniae, encore une fois, des pneumonies. Yersinia pestis, la peste et Bacillus anthracis, qui peut causer des infections de la peau, des infections pulmonaires et des infections digestives, les infections pulmonaires étant les plus dangereuses. D'autres composantes qui peuvent donner un avantage aux bactéries qui les possèdent. Donc, on a la protéine M chez Streptococcus pyogenes. La protéine M, là, vous la voyez ici sur l'image. Donc, cette protéine-là, ce qu'elle va faire, okay, c'est qu'elle va encore une fois permettre à la bactérie d'adhérer aux surfaces, mais elle va aussi permettre aux bactéries de résister à la phagocytose. Donc, Streptococcus pyogenes peut causer plein de maladies. Okay? Peut causer des maladies au niveau de la peau, de l'angine, peut provoquer la pire, dans le fond, serait la mangeuse de chair. Okay? Donc, il y a plein de maladies qui peuvent être causées par cette bactérie-là. L'autre, Mycobacterium tuberculosis, donc qui cause la tuberculose. Okay? Celles-là sont particulières. Okay? Les bactéries du genre Mycobacterium, là, puis on a aussi Mycobacterium lépré. Je ne sais plus si c'est AE ou EA. Je pense que c'est AE. Peu importe. Okay? Bactéries qui causent la lèpre. Ces bactéries-là ont une structure particulière qui est de la cire. Donc, on avait vu, vous vous rappelez, les bactéries gram+, gram-, mais pour les mycobactériums, c'est très difficile de faire une coloration de gram en raison justement de la présence de cire à la surface. Donc, ces cires-là, donc, ça nous empêche de faire la coloration de gram, mais il y a d'autres façons de les colorer. Mais l'important là-dedans, c'est que les cires permettent aux bactéries de résister à la digestion par les macrophages. Donc là, faire attention, les macrophages peuvent bouffer la bactérie, mais ils ne la digèrent pas. Donc la bactérie qui a été phagocytée, qui a été mangée okay, par le macrophage, les macrophages des cellules immunitaires là, qui mangent et détruisent ce qu'ils ont mangé. Mais là, tu manges quelque chose, mais tu ne peux pas le digérer. Donc la bactérie survit dans les macrophages. Ici maintenant, okay, on va avoir 6 enzymes extracellulaires. Okay? Les enzymes extracellulaires, c'est quoi? C'est quand une bactérie, okay, vous avez la bactérie ici par exemple, on va dire qu'elle a un outil à l'intérieur d'elle, un petit Pac-Man comme ça, et elle va le sécréter, okay? Et le petit Pac-Man, par exemple, supposons que ça c'est une molécule dans votre corps, là, je ne sais pas moi, une molécule immunitaire ou peu importe,
ou une autre substance. Là, on va voir qu'il y a d'autres exemples aussi. Là. Donc, l'enzyme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir détruire sa cible à l'extérieur de la bactérie et ça va donner un avantage à la bactérie. Ça va lui permettre plein de choses, okay? De survivre au système immunitaire, de se disperser dans les tissus. Bref, l'enzyme qui est là, le petit Pac-Man, okay, brise quelque chose. Donc, il y en a 6. La première, les leucocidines. Okay? Les leucocidines, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dégrader ce qu'on appelle les lysosomes dans les neutrophiles ou les macrophages. Imaginez neutrophile et macrophage, encore une fois, ce sont des cellules immunitaires qui mangent okay, leur cible. Okay? Donc, ils vont trouver une bactérie, un virus, un mycète, peu importe, ils vont le manger puis ils vont le digérer. Mais ce qui va arriver, c'est que les bactéries vont libérer leur petit Pac-Man. Okay? Et le Pac-Man va venir détruire le broyeur cellulaire. Okay? Donc, ce qui permet aux neutrophiles et aux macrophages de dégrader ce qu'ils ont mangé, c'est leur lysosome. Voyez-le un petit peu comme l'estomac du macrophage, mais la leucocidine, c'est comme si elle évitait l'action de l'estomac du macrophage. Okay? Donc, on bloque le lysosome. Qui fait ça? Les staph puis les strep. L'autre, ma deuxième, c'est une enzyme qui s'appelle l'hémolysine. Si on sépare le mot en deux, okay? Hémo ou héma, okay? Héma Québec, c'est quoi? C'est pour le sang. Lysine, détruire. Donc, provoque la lyse ou la destruction des érythrocytes. Érythrocytes, c'est les globules rouges, dont le contenu sert de nourriture aux bactéries. Qui fait ça? C'est une bactérie qui s'appelle Clostridium perfringens. Et là, on va étudier la chose de façon logique. Toutes les bactéries du genre Clostridium n'aiment pas l'oxygène. Donc, imaginez une bactérie qui rentre dans votre corps, okay, souvent par les extrémités, puis pour une raison ou pour une autre, là, diabète, engelure, blessure, il n'y a pas d'oxygène qui se rend là. Donc, la bactérie rentre dans les tissus et s'installe. Là, elle va libérer son petit Pac-Man, okay, donc son enzyme. Puis l'enzyme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire les globules rouges. Les globules rouges, ils servent à quoi dans votre corps? Bien, ils servent au transport d'oxygène. Donc, si on détruit les globules rouges, il n'y aura plus de transport d'oxygène. Donc, la bactérie va aimer ça. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'une bactérie qui n'aime pas l'oxygène produise une enzyme comme celle-là, l'hémolysine. Toute évidence, les conséquences de ça, ça va être l'anémie, mais on s'entend que si vous avez la gangrène, ce n'est pas juste de l'anémie que vous allez avoir. À moyen terme, vous allez malheureusement probablement en mourir, à moins qu'il y ait amputation du membre ou qu'il y ait un traitement antibiotique assez important. La troisième, la coagulase, juste avec le mot, okay, c'est la coagulation. Donc, ce que ça fait, c'est que les staphylocoques, les bactéries de staphylocoque, okay, on se rappelle que c'est des petites grappes, ce qu'ils vont faire lorsqu'ils entrent dans une plaie, c'est qu'ils vont provoquer autour d'eux okay, la formation d'un caillot. Okay? Donc, le caillot va être formé, puis le caillot, normalement, quand il y a une blessure, il se forme pour sceller ou bloquer la sortie du sang, donc faire guérir la blessure. Mais là, vous avez vos cellules immunitaires, donc par exemple un macrophage qui est ici. Et le macrophage, okay, il ne verra pas les bactéries, il va passer à côté. Donc, en ayant provoqué la coagulation autour d'elle, c'est comme si les bactéries s'étaient formées une petite cage de protection, puis le macrophage passe à côté. Éventuellement, les bactéries vont pouvoir se sauver, puis aller faire l'infection ailleurs. Quatrième, c'est exactement le contraire. Ça peut avoir l'air bizarre. Mais il y a des bactéries, elles, qui ne vont pas vouloir se faire un petit cocon de même, puis même qui vont vouloir détruire les caillots sanguins, okay, pour pouvoir se propager dans le sang ou ailleurs. Donc, cette enzyme-là, la kinase, elle va dégrader la fibrine. Puis la fibrine, bien, elle est impliquée dans la formation des caillots sanguins. Donc, c'est une enzyme qui va permettre la dissémination, donc la propagation de la bactérie. Mais ce qui est intéressant, okay, c'est que l'être humain, on a trouvé des applications à ça. Okay? Si quelqu'un, par exemple, avait un caillot sanguin, okay, qui n'est pas dû aux bactéries, là, il y a juste la personne a la malchance qu'il y ait un caillot, puis un caillot, ça peut être très dangereux. Là. Si un caillot se forme, par exemple, dans les jambes, se déloge de la veine ou de l'artère dans la jambe et va se loger au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, bien, ça peut être la mort. Okay? Donc, ce que l'on peut faire, c'est injecter volontairement, non pas des bactéries, mais juste l'enzyme kinase, okay, au patient, et à ce moment-là, ça va détruire les caillots.
Par contre, quand vous venez de recevoir une injection de substance comme celle-là, il faut faire extrêmement attention à vous, OK? Parce que dans le fond, vous ne cicatriserez plus, votre sang ne coagulera plus pendant un certain temps. Donc, si vous venez d'avoir une injection de produits comme ceux-là, puis vous partez à la course de l'hôpital, puis vous tombez sur une plaque de glace parce que c'est l'hiver, puis vous vous pétez le crâne, bien là, vous risquez de saigner abondamment. OK? Fait qu'il faut être extrêmement prudent. Cinquième, là, on a un petit peu plus technique. OK? Voyons, pourquoi mon crayon ne fonctionne plus? Voilà. L'hyaluronidase. OK? Ça, c'est une structure qu'il y a dans vos tissus. OK? Et c'est présent entre les cellules. Donc, dans le fond, vous avez des cellules. Elles vont être reliées entre elles, okay, par différentes protéines, par différentes molécules. Okay? Il y a des bactéries, ce qu'elles vont faire, okay, si la bactérie est ici et elle veut s'en aller là, bien, elles vont dégrader ce qu'il y a entre les tissus, okay, et vont pouvoir se propager dans les tissus comme ça. Donc, il y a Streptocoque qui fait ça, puis il y a Clostridium perfringens. Okay? Rappelez-vous encore une fois que Clostridium perfringens, on l'a vu ici. Là. Okay? Elle détruit le sang. Ensuite, elle peut dégrader les tissus, puis elle va se propager. Regardez, là, c'est pas le fun, là, la main qui est là. Okay? Ça, c'est une main qui est affectée par Clostridium perfringens, et c'est la maladie, on l'a vu tantôt, la gangrène. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-ci? La cause initiale, on ne le sait pas. C'est une blessure, c'est une engelure, c'est du diabète assez avancé. Là. Donc, il y a eu problème de circulation sanguine, il n'y a pas eu d'oxygène dans les tissus. La bactérie a libéré des hémolysines pour détruire les globules rouges. Elle a aussi libéré de l'hyaluronidase pour se propager dans les tissus. Et, on va même la rajouter tout de suite, elle a aussi peut-être sécrété de la collagénase qui, elle, dégrade le collagène. Et du collagène, bien, ce sont des protéines qu'on retrouve dans vos tissus. Donc, encore une fois, si la bactérie les dégrade, elle va pouvoir se déplacer dans les tissus. C'est clair, OK? Je ne connais pas la personne, mais c'est clair qu'il y a eu amputation, probablement de la main ou peut-être même de l'avant-bras, OK? En espérant que la personne ait survécu, là, parce que ça, c'est un stade très avancé de gangrène. Là, OK? Normalement, on devrait avoir consulté un médecin avant ça, mais on ne le sait pas. Okay? Est-ce que la personne était en train de... puis là, c'est des choses vraies que je peux vous conter. Est-ce qu'elle était en train de gravir l'Everest? Okay? Puis elle a eu des engelures sévères, puis elle était pognée dans une tempête, puis elle ne pouvait pas redescendre, je ne sais pas moi, dans une ville au Népal ou quoi que ce soit. Elle était pognée au camp de base. Donc, on ne le sait pas. Okay? Il y a peut-être bien des raisons qui peuvent avoir expliqué ça. Okay? Mais c'est quand même assez avancé là, comme stade. Donc, ces enzymes extracellulaires, il faut que vous soyez en mesure de me dire qu'est-ce qu'elles produisent. Autre chose, là, on n'est pas dans la même réalité. Quand on parle d'exotoxine, okay, une enzyme, là, je reviens à l'enzyme, ça a vraiment un rôle pour la bactérie. Okay, c'est important pour la bactérie. L'exotoxine, souvent, là, un rôle pour la bactérie, plus ou moins. Okay, c'est quasiment plus une conséquence juste malheureuse de l'arrivée d'une bactérie. Donc, il y a des toxines qui vont être des cytotoxines, donc tuent les cellules. Neurotoxines attaquent le système nerveux. Entérotoxines, système digestif. Et parmi les poisons les plus puissants, okay, la toxine botulique, okay, et vous la connaissez sous le nom de Botox. Okay? Donc, oui, on utilise une toxine extrêmement dangereuse, puis on s'injecte ça dans la face, okay, pour ne plus avoir de rides. Là, j'exagère un petit peu en parlant des rides, parce qu'il y a plein d'autres applications médicales autres que l'esthétisme. Okay? Mais 1 mg de toxine de cette bactérie-là, de Clostridium botulinum, peut tuer 1 million de cobayes. C'est énorme. Okay? On peut produire, nous, pour nous défendre, des anticorps contre ces toxines-là. Et d'ailleurs, les vaccins contre le tétanos et, excusez-moi, la diphtérie. Okay? Ces deux maladies-là sont causées par des toxines bactériennes. Okay? Et il existe des vaccins contre ces deux toxines-là. Et ce sont parmi les vaccins les plus efficaces, okay, les plus stables que l'on ait aussi. Donc, allons voir des exemples de toxines. Toxine tétanique, okay, causée par Clostridium tétani. Donc, cause de tétanos, puis ce que ça fait, c'est que ça attaque le système nerveux central, puis ça affecte les neurones moteurs.
Les neurones moteurs, là, ça, dans le fond, c'est les neurones qui provoquent des mouvements, donc c'est ce qui vous fait bouger. Okay? Dans le fond, le tétanos, ça provoque des contractions musculaires involontaires, extrêmement violentes et douloureuses, okay? Incontrôlées. Puis là, vous pensez tétanos, vous pensez clou rouillé, vous pensez, il faut que je marche sur quelque chose, puis que je me blesse. C'est vrai, le principe est qu'il faut se blesser profondément. Donc, il faut une blessure profonde pour avoir le tétanos. Si je prends une débarque sur l'asphalte en vélo, j'ai juste la peau qui était raflée, je n'ai pas besoin d'avoir une shot de tétanos. Par contre, si je tombe, puis qu'il y a, je sais pas moi, une tige de métal, un clou, n'importe quoi de relativement pointu qui se rend profondément dans ma peau, peut-être même jusqu'à l'os, okay? Donc là, je vais avoir besoin du vaccin contre le tétanos, ou du moins d'un rappel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette bactérie-là, elle n'aime pas l'oxygène. Donc, pour survivre, elle doit se retrouver dans une plaie qui est très profonde. En surface, il y a de l'oxygène, elle ne survivra pas. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, elle va produire sa toxine et là, la personne va être malade. Je vais peut-être vous montrer, je pense que j'ai une image par la suite. Là. Regardez ici. Okay? Ça, c'est de ça qu'on a l'air quand on a le tétanos. Okay? Ça, c'était une peinture qui date de je ne sais plus quel siècle, okay? Où les gens vont mourir du tétanos, on ne savait pas pourquoi, mais on savait quels étaient les symptômes. Puis ça, je pense que c'est l'année passée, okay? Aux États-Unis, un garçon qui n'avait pas été vacciné, ses parents ne voulaient pas le faire vacciner pour diverses raisons, là. Okay? Mais on regarde les conséquences. L'enfant a survécu, mais ça a été de longs traitements, puis il n'y avait pas de garantie de survie. Okay? Le tétanos, normalement, c'est une maladie qui est mortelle. Donc, cette personne-là s'en est bien tirée dans les circonstances. Mais pour un vaccin qui fonctionne bien, là, faites-le de grâce. Toxine botulinique, donc Clostridium botulinum, elle cause des paralysies. Okay? Donc, le fameux Botox, okay, c'est des paralysies que ça cause. Donc, quand vous avez, je sais pas, des petites pattes de doigts, là, comme à mon âge, là, okay, donc des petits plis de peau au coin des yeux ou des rides dans le front, peu importe où les rides sont situées, on va venir injecter du Botox dans les muscles, ça va relâcher la peau, donc ça va enlever les rides. Il y a des applications un petit peu plus, on va dire, nobles pour la santé humaine. Je vais en parler dans quelques instants avec des images. Ah oui, puis, dans le fond, cette toxine-là, il faut la manger. Okay? Donc, ça peut être quelque chose qui est dans notre bouffe. D'ailleurs, on va déconseiller aux jeunes bébés, en fait aux parents de jeunes bébés, de leur donner du miel. Okay? Parce que le miel peut contenir des quantités très, très, très minimes de toxines botuliniques. Okay? Mais ces toxines-là, où la quantité peut être suffisante pour causer du trouble chez un enfant, alors que chez un adulte, on ne s'en rendrait pas compte. Toxines colériques, toxines du choléra, donc provoquent des diarrhées graves, des vomissements. On perd 10 à 20 litres de liquide par jour, c'est dégueulasse. Okay? Et on peut mourir déshydraté, donc c'est grave. Corynebacterium diphtheriae, ça c'est l'autre maladie que je vous disais qu'on a des vaccins contre ça. Elle bloque, cette maladie-là, la synthèse des protéines. Donc, beaucoup d'organes, de tissus vont être affectés par cette maladie-là. Heureusement, ça existe pratiquement plus au Canada parce qu'on a des vaccins. Puis la toxine érythrogène, érythro, encore une fois, globule rouge. Okay? Donc, endommage les vaisseaux sanguins, cause des rougeurs comme la scarlatine. Voilà. Donc, pour l'examen, là, retenez les 5 toxines, puis leur effet surtout qu'elles vont produire sur votre corps. Le fameux Botox. Okay? En quoi ça peut être utile au niveau de la médecine? Ben, par exemple, pour corriger un œil qui louche. Donc, souvent, un œil qui louche, c'est parce qu'il y a un muscle qui tire plus fort qu'un autre. Donc, en allant injecter la toxine sur le muscle qui tire le plus fort, on le paralyse ou on le paralyse partiellement et l'œil va reprendre sa place. Niveau des migraines, dystonie cervicale, donc il y a des gens qui, par exemple, ont des muscles du cou qui tirent toujours d'un côté. Donc, en injectant du Botox, ça libère, puis le cou va reprendre sa forme, pas sa forme, mais sa position normale. Spasticité, pieds équins, blépharospasme, okay? Donc limiter des contractions musculaires, disons, relativement involontaires. Ça ici, transpiration excessive, je connais du monde qui ont fait ça. Donc au niveau des aisselles, des mains, du front, okay? Des gens qui suent trop. En leur injectant du Botox, ça peut les aider aussi. Okay? Mais regardez la statistique ici. C'est épouvantable.
4 grammes de Botox, c'est assez pour tuer toute la population de la Terre. OK? Genre 7,5 à 8 milliards de personnes en 4 grammes. C'est une toxine extrêmement puissante. Puis on s'injecte ça dans la face. Anyways. Donc ça, c'était des exotoxines, ce qu'on vient de voir. Donc, exo, ce sont des toxines qui sortent. Okay? Elles sortent de la bactérie. Maintenant, quand on parle d'endotoxines, okay, ça c'est à l'intérieur. Voyons. Intérieur. OK. Là, rappelez-vous, okay, on en a parlé déjà de celle-là, c'est les toxines qu'on appelle les LPS. Okay? Donc, on les retrouve dans les bactéries Gram-. Donc, j'ai ma membrane cellulaire, peptidoglycane. Donc, ça, c'est le peptidoglycane. Puis ensuite, j'ai la membrane externe. Puis dans la membrane externe, j'ai des LPS. OK? Donc, tant et aussi longtemps que les LPS demeurent dans la membrane externe, tout va bien. Mais si la bactérie est mangée, la bactérie est détruite, puis que les LPS sont libérés dans l'environnement, bien, ça peut entraîner, okay, avec une cascade de cytokines. Là, les cytokines, c'est des messagers immunitaires. Je pense que j'ai une image. Ouais. OK. Donc, vous avez un macrophage qui est là, la bactérie qui est ici avec ses LPS. La bactérie est dégradée, ça libère les LPS, puis les LPS ont un effet sur le macrophage comme tel. Le macrophage va libérer ce que vous voyez, les espèces de triangles qui sont là. Ce sont des cytokines, donc des messagers chimiques du système immunitaire qui vont aller agir. Mon crayon ne marche pas. Sur l'hypothalamus, OK? Et l'hypothalamus va provoquer de la fièvre. Pourquoi on provoque de la fièvre? C'est parce que c'est une réaction normale du corps. Provoquer de la fièvre, c'est normal. OK? C'est parce qu'en montant la température, les autres bactéries qui seraient présentes dans le corps, OK, vont avoir de la difficulté à se multiplier. Parce que les bactéries qui nous infectent aiment bien se développer à 37 degrés Celsius. Mais si on monte notre température à 40 degrés Celsius, bien, les bactéries vont avoir de la difficulté à se multiplier, donc on peut s'en débarrasser. C'est sûr que on ne peut pas rester à cette température-là indéfiniment. Si c'est un jeune bébé qui fait cette fièvre-là, il faudra la contrôler aussi. Okay? D'ailleurs, on a plusieurs médicaments là, qui nous permettent de contrôler la fièvre, là, comme l'aspirine ou l'acétaminophène. Celui-là, vous le connaissez sous le nom de Tylenol. Okay? Donc, c'est des médicaments qui vont venir agir sur la synthèse des prostaglandines. Puis les prostaglandines, ce sont des molécules qui permettent justement la production de la fièvre. Donc, tout ça, okay, tout ce phénomène-là, toute l'image que vous voyez, là, c'est du lipopolysaccharide bactérien. Donc, une endotoxine. Les différents types de chocs qui peuvent être produits, quand on parle de choc, c'est pas comme je me cogne sur la table puis j'ai un bleu, là. Donc, on parle d'une défaillance du système cardiovasculaire entraînant une chute de la pression artérielle. Okay? Donc, il y a plusieurs types de chocs. Nous, on va s'intéresser surtout à ceux qui sont causés par des bactéries ou par le système immunitaire. Donc, quand on parle de choc septique, donc état de choc dû à des bactéries, oups, okay? Puis un exemple de ça, le syndrome du choc toxique. Ça, c'est l'exemple que je donnais avec S. aureus. Okay? Donc, les femmes qui s'insèrent un tampon lors de leur menstruation, le tampon est maintenu en place trop longtemps, les bactéries se multiplient, donc ça entraîne un choc qui peut entraîner la mort de la personne. Les chocs endotoxiques dus, on vient de le voir, au LPS. Okay? Et le petit dernier, les chocs anaphylactiques, bien là, ça c'est une réaction grave, okay? Une hypersensibilité immédiate, donc allergie grave, où il y a libération de beaucoup de molécules, de médiateurs actifs, d'histamine. Donc, tout ça provoque de l'inflammation. Donc, les meilleurs exemples, là, je suis sûr que vous les connaissez, là, piqûres d'abeilles, allergie aux arachides, allergie aux fruits de mer. Souvent, ça entraîne des réactions violentes qui peuvent mettre en danger la personne. Maintenant, comment les virus, eux, ou quelles sont les armes ou leur façon de nous attaquer? Donc, un virus qui entre dans vos cellules peut provoquer l'arrêt de la mitose. Okay?
Donc, la mitose, c'est quoi? C'est la division cellulaire. Pourquoi le virus voudrait arrêter la mitose? C'est parce qu'il prend le contrôle de vos cellules. Donc, il n'y a pas intérêt à ce que la cellule dépense de l'énergie ou des ressources pour se multiplier. L'autre chose, c'est peut-être le plus commun, c'est que les virus entraînent la lyse des bactéries, donc peuvent détruire la cellule qu'ils viennent d'infecter. L'autre, provoquer des syncytiums. Et les syncytiums, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est là. Okay? Donc, par exemple, ici, la cellule au centre, imaginons que c'est dans les poumons. Okay? Puis, on va dire que l'exemple, c'est le VRS pour virus respiratoire syncytial. Okay? Vous pouvez faire un petit retour là, sur le chapitre sur les virus, on en a parlé. Donc, la cellule qui est au centre ici a été infectée par un virus. Et là, ce qu'elle va faire, okay, avec les protéines virales qui vont s'exprimer à la surface de la cellule, elle va provoquer la fusion de toutes ces cellules-là, puis ça va finir par former une grosse cellule qu'on appelle un syncytium. Pourquoi c'est problématique ça? C'est parce que des petites cellules comme ça, okay, c'est parfait pour faire des échanges. De l'oxygène qui entre, du CO2 qui sort. Puis toutes les cellules vont faire la même job. Okay? Parce que le rapport entre leur surface et leur volume, donc l'espace qu'elles utilisent, est adéquat pour permettre ces trucs-là. Mais ici, okay, ce n'est pas évident si l'oxygène va bel et bien entrer ou passer à travers, puis le CO2, même chose. Donc, ce que ça fait, une infection comme celle-là, c'est que ça va diminuer le taux d'oxygène dans le sang des patients. Puis quand tu es un jeune enfant qui a en bas de 90% de saturation sanguine, vous allez dire crime 90, c'est bon. Non. Okay? La valeur normale devrait être de 99% ou de 100%. Donc, quand il en manque plus de 10%, déjà un bébé, c'est critique. Okay? Moi, Jonathan était en bas de 90%. C'était énervant. D'autres choses que les virus peuvent entraîner, c'est l'arrêt de production d'hormones, donc des changements physiologiques, métaboliques. Changement antigénique, dans le fond, ce que c'est que les virus peuvent entraîner des changements de l'expression de certaines protéines, okay, à la surface des cellules. Changement chromosomique, puis ça c'est triste, puis c'est plate, okay, la production ou l'expression d'oncogènes. Puis un oncogène, c'est quoi? C'est un gène qui entraîne un cancer. Donc on a vu que certains virus entraînaient des cancers, donc ça c'est une propriété pathogène assez importante et triste, malheureuse des virus. Transformation de la cellule hôte, oubliez ça, c'est un petit peu trop de technique, là. J'en parlerai pas. Puis la 8e, synthèse de l'interféron. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement positif pour nous, parce qu'un virus qui infecte une cellule, la cellule va sécréter cette substance-là. Donc ça aussi, c'est un exemple de cytokine. Là, on a parlé de cytokine tantôt. Là. On va reparler des cytokines quand on va parler du système immunitaire. Donc l'interféron, c'est une cytokine qui permet aux cellules voisines de la cellule infectée de se préparer à l'infection. Donc, elles vont être mieux préparées, mieux armées pour se défendre. Donc, on va résister au virus de façon plus efficace. Ça termine le chapitre. Okay. Faites votre glossaire, quelques mots à ajouter. Okay. On pourrait même rajouter le terme virulence, okay, à distinguer là, ces deux termes-là. Et pour ceux qui ont le tortorat, qui ont pu mettre la main dessus, lisez le chapitre 13 et répondez aux questions à la fin de votre cahier. S'il y a des questions, vous me faites signe. Bonne journée.